Hi, everyone. My name is Ilona Doretti, and I'm the managing director of a research project at the University of Waterloo called the Youth and Innovation Project. So our goal, our mission is to amplify the impact of that young changemakers are already having, because young changemakers are having already incredible impact on social, environmental, and economic issues. So just before I start my presentation, I just want to share a little bit about my background and what brought me to this work. So I grew up in northern Saskatchewan and in Whitehorse, Yukon, and I was born to parents who are very much socially engaged. And as a result, I was involved in social environmental issues from a very young age. So I started working nationally on environmental issues when I was 14 years old, and internationally in the years that followed. I had an opportunity to go to a UN conference and be involved in some international negotiations as well. And then when I was 23, I founded an organization called Apathy is Boring, which is now almost 20 years old. And it's all about encouraging young people to vote and get involved in their communities. So I was executive director of Apathy is Boring for 10 years. And now I've been at the University of Waterloo working with my colleague, Dr. Amelia Clark. She and I co-created the Youth and Innovation Project, really because we saw a gap and a need to make sure that the current generation of young change makers had the support they needed, but also that we gained more of an understanding of how we can work in intergenerational collaboration. So I'm excited today to share with you a little bit of my story and also a lot about our research and some of our findings, which I hope will be helpful for all of you as you think about how important and critical both amplifying the impact of young change makers is, but also working in intergenerational collaboration, how important that is, but also how hard it is. So I want to just start by sharing a story about the growing up in Prince Albert, Saskatchewan. And when I was in elementary school, my very activisty parents sent me to school in a t-shirt that read, "Question Authority." Now, I already wasn't a shy kid. I was somebody who had always spoken my mind. But what that t-shirt taught me was something very important. It reminded me that my voice deserved to be heard and that I had value. But of course, it didn't really make life that easy for my teachers. So it didn't make life easy for my grade 7 teacher when I started a petition because I didn't think the results of a test were fair. Or a few years later, when I called out one of my teachers on local radio because I didn't think that they were modeling appropriate behavior. I thought they were modeling kind of inappropriate behavior. Or when I told my principal that I didn't think it was okay that they wouldn't let me start a student council. But what I've learned in the many years since, and what we are learning through our research at the Youth and Innovation Project at the University of Waterloo, is that when I was young, I was doing exactly what young people are supposed to do. The role of young people is not to make life easy for adults. The role of young people is to innovate, to challenge the status quo, to take risks, and by doing so, help us and work together with us to come up with bold solutions to the complex problems. And these are bold solutions that our communities need, especially as I know you all know and are working very, very hard towards. We need these solutions at this particular moment in history. So I love the Grace Hopper quote. The most dangerous phrase in the language is, "We've always done it this way." Doing things the way they've always been done, just because that's the way they've been done, or because we are scared of change, doesn't fix problems. And certainly, I think all of us know this. It doesn't make our communities successful, and it won't help us achieve
the SDGs. What will make things better is by valuing the unique abilities that we all have to offer, whether we're younger or older, and ensuring that we're creating environments where we all can contribute the value we have to offer. Really creating environments in our institutions, in our communities, where we can keep what works, but be brave enough to change what doesn't work. So what I've really learned in my time, since my time growing up in Prince Albert, Saskatchewan, and then in Whitehorse, Yukon, I've learned through being very fortunate to have worked with tens of thousands of young people, both across Canada and around the world. And I've learned that my story is not an exception, but the rule. My abilities as a young person to question authority, to challenge the status quo, to fight for things to be better, are certainly not unique. What was unique and what often doesn't happen for young people is that I was fortunate enough to have adults around me, even though I was making their lives more challenging, who really valued my contributions and supported me in speaking up. When we value what young people have to offer and support them in contributing, they may not make life easy for us in the short term. But in doing so, we will be ensuring both a bright future for our young people, but also we'll be taking a big step in achieving the goals that we are all working towards. So I'm here today to share with you what we need to do in civil society if we hope to solve complex social, environmental, and economic problems. We can't keep doing things the way we've always done them when it comes to how we think about young people, how we engage with young people, how we support or sometimes don't support young people, but also how we work in intergenerational collaboration. What our research has shown and what I'm excited to share with you today is that we really believe that there needs to be a fundamental shift in our understanding of what it means to be young if we are going to truly tap into the unique value that all of us have to offer. But right now we are actually stuck. Our argument is that we're stuck in a society where we're leaving young people in an endless rehearsal for adulthood rather than really tapping into their unique value while they're young. Now, in order to understand how to change it, we first need to really understand how we got here. So first, to contextualize where we're at in our understandings of young people, I'm going to take a little look back and give you a very, very short history lesson. So we are currently, at this moment in history, stuck in 200-year-old stereotypes about what it means to be young. Now, I'm going to be sharing with you a little bit of the dominant narrative that has existed around young people in the last 200 years in Western culture. Now, to make this very clear, this is the dominant narrative. This is what I'm describing is not necessarily the experience of every single young person. Certainly, I don't have enough time to cover that, but also it's important to recognize that in addition to our own experience, there are dominant narratives that really impact how we engage with each other. So that's what I'm going to be really sharing with you today is what has been the dominant narrative about young people. So our understandings of what it means to be young in Western culture actually shifted around 200 years ago, around the time of the Industrial Revolution. So before the Industrial Revolution, many families, or the vast majority of families, lived in a rural context and would live in some kind of context that was associated generally with a small farm. So when that was the case, we lived in close intergenerational groups, right? So we lived with our families and we worked with our families, and young people were really essential to the economic survival of the family unit.
So when a young person could carry a hammer, could help out in the kitchen, whatever they were able to do, we had sort of this apprenticeship model where that young person, whether they were 5 years old or 8 years old, would take on the responsibility they were able to take on. And as soon as they could take on more responsibility, they would take on more responsibility until they were taking on the full responsibility of adults. So there was a much smaller gap between childhood, where perhaps there was less responsibility that these young people had, and adulthood, because again, we needed all hands on deck. We needed everybody in the family to contribute if we were going to survive. So the Industrial Revolution comes along, many families move into cities, and there's starting to be a different dynamic. So certainly initially, with this technological innovation, this big innovation that was happening, there was a need for child labor, which obviously was not great. And young people at the very beginning of the Industrial Revolution were working in factories because we needed small hands to do some of the tasks. It wasn't necessarily a great thing, certainly. But soon after the Industrial Revolution started, there were technological developments that meant that young people were no longer needed in the same numbers to work in the context of factories. So all of a sudden, you had parents working in factories, and you had all sorts of young people kind of roaming the streets of these new cities with not a lot to do. So researchers tell us that there was crime, kind of youth crime, happening in a way that had never been seen before. This was kind of a new historical precedent. And so we started seeing young people who were not working in the factories, who weren't full adults, but also weren't quite children. We started seeing them and understanding them differently. And the first words that we used to describe this new phase of life that was starting to come into our understanding was actually juvenile delinquents. So from the very beginning, just over 200 years ago, our understanding of young people has been criminalized. And it's also been quite negative. So that's really how our understanding of young people in this modern Western context started. So what did we do about it? Well, we can't have all these young people running around the streets making trouble. So what are we going to do? We are going to institute more and more mandatory schooling. So education, at least mandatory education, had a number of different functions at this juncture. The main one was controlling the urban poor and also figuring out where to put young people to prepare them to be a future worker. So there was a recognition that we didn't need young people right now. They were no longer economically essential. So we needed somewhere to put them to kind of keep them safe and keep them okay until we needed them. So along with this shift and this change in kind of how we understood where young people were and what they were doing, our understandings of young people started to shift. So they no longer were seen as economically essential, capable members of society who had a lot to offer, and they started being seen as a cohort of society that needs to be controlled and protected. So along with this, we see that school and education, and it still does this today, separates young people. So young people go to school and adults go to work. And we more and more became segregated by age, right? So all the people of the same age are in a classroom with you. So we saw that more and more separation between adults. De plus en plus de séparation des adultes, des jeunes personnes, les années 1900, on voit de plus en plus de conflits entre les générations. Et juste après 1900, on voyait des développements de culture des pères, alors que les jeunes passaient tout le temps ensemble. Alors, évidemment, il y avait la culture des pères parce qu'ils développaient ensemble. Des années 20, on voyait que
les marchés commençaient à cibler les jeunes personnes comme étant un cohorte qui voulait cibler spécifiquement. Et par 1940, on voyait le terme culture des jeunes qui est né et qui reconnaît encore une fois que les jeunes, ils ont créé une culture, leur propre culture. Alors, je pense que ce qui est important à reconnaître, c'est que l'âge n'est pas une nouvelle base pour organiser la société. On a toujours eu certains rituels à certain âge et une compréhension de qu'est-ce qu'il faut faire à certains âges dans votre vie. Alors, depuis 2 ans, l'âge chronologique est maintenant devenu un point central de la façon que la société est organisée. Et ça, c'est les implications de la façon dont nous engageons dans la coopération intergénérationnelle et de la façon que nous voyons des jeunes. Alors, je veux partager avec vous 3 différents thèmes clés qui est vraiment précis, comment on engage avec les jeunes de nos jours. Alors, le premier, c'est qu'on a vraiment la séparation entre les jeunes et les adultes. Alors, comme j'ai mentionné, l'éducation continue à augmenter ça. Alors, maintenant, non seulement que vous allez au secondaire, vous allez le diplôme gradué, c'est vu comme étant la norme, étant de plus en plus commun avec les aînés. Et seulement, cette génération, une génération Z, c'est l'éducation. C'est la génération la plus éduquée de l'histoire et ça va sûrement continuer avec les générations alpha, le père les plus jeunes. Alors, on sait que non seulement que c'est un diplôme universel, mais il faut aussi faire un diplôme de maîtrise et peut-être une quinzaine de doctorats avant de pouvoir avoir un emploi au niveau d'entrée. Évidemment, je fais des tests, mais c'est vraiment de comprendre qu'il faut passer plus de temps à l'éducation avant d'être prêt. Et ça, définitivement avoir des avantages. Mais la réalité, c'est que la séparation, ou que ça a amené à de plus en plus de séparation des jeunes et des adultes. Ça a aussi mené à un désengagement des jeunes de pouvoir économiquement et parfois des activités productives socialement. Alors, on continue à avoir des jeunes comme ils n'est pas étant vraiment utiles dans cette société, mais plutôt que à être utiles pour apprendre maintenant et ils vont contribuer quelque chose loin, dans un temps loin dans l'avenir. Le deuxième thème, c'est que parce que les jeunes sont tellement séparés des adultes, et il y a des très bonnes recherches sur le site de l'Organisation mondiale de la santé pour être des dangers des âgés, pas les personnes qui sont sur le côté plus aîné de continuer d'âge, mais aussi l'impact négatif que l'agisme peut avoir pour des jeunes. Pour certains jeunes, la séparation des adultes, pour tous les jeunes dans le fond, cause des résultats hautes. Il y a comme une culture de jeunes qu'on ne comprend pas. Ils ont tous les différents médias sociaux et non, on a peut-être sur Facebook, ils sont sur TikTok et je comprends rien, je comprends pas comment Snapchat fonctionne ou qu'est-ce que quel chapeau des années 90 que je devrais porter. Très compliqué. On a des sites othering, quoi, d'autres qui arrivent. Ça peut être peut-être frustrant, mais peu ridicule. Il y a une discussion entre les milléniaux, donc moi j'en suis un, et les Gen Z. Et je parlerai et sur le côté, mon état clavier, c'est c'est pas mes cheveux entre le côté, sur le côté. C'est peut-être fou un peu, mais c'est peut-être personne jeune, ça devient la peur que les adultes peuvent avoir des jeunes. Alors, si les jeunes, ils ont l'identité intersectionnelle, ça peut devenir même très dangereux pour ces jeunes-là. Ça peut être une question même de vie et de mort, une question de savoir à quel point ils sont vus comme étant autres et à quel point ils sont perçus comme étant dangereux. Alors, le dernier thème que je crois qui est le plus important, ça, c'est vraiment la façon qu'elle est utile.
L'idée que les jeunes sont incomplets, notre jeunesse est une époque où on devient quelque chose et d'être adulte et comment on perçoit être adulte est un moment où nous sommes quelqu'un, nous sommes quelque chose, notre identité est stable. Mais certains d'entre vous, Erickson, un psychologue qui son travail aide à créer cette idée de penser des étapes de nos vies, de développement de nos vies. L'idée que ces étapes de développement sont linéaires, on ne comprend pas certaines choses essentielles. Mais si vous devenez quelque chose, on doit apprendre beaucoup. Votre identité n'est pas encore établie. On va vous donner beaucoup d'informations. On va assurer que vous apprenez tout ce dont vous avez à apprendre pour être un adulte et cocher une fois que vous êtes un adulte, ça va. Allez-y. Mais j'ai 42 ans, presque 43 ans, et je veux vous dire qu'à tous les jours, je deviens quelque chose de nouveau. Et merci pour cela. Si je ne pouvais pas apprendre, beaucoup des gens qui écoutent aujourd'hui peut-être sont des adultes comme moi, mais si on ne pouvait pas apprendre, si on ne pouvait pas changer, à quoi serviraient nos vies? Nous sommes toujours en train de devenir quelque chose de nouveau. Et surtout dans le contexte de changement rapide, dans la complexité qui augmente toujours, on doit continuer à apprendre, à renaître. On a appris beaucoup à cause de la pandémie. Aujourd'hui, je suis à Toronto avec avec les grands feux que nous vivons, c'est très présent. Si on n'apprend pas quelque chose, si on change pas nos comportements, et c'est beaucoup des conversations qui ont lieu, on a de gros problèmes. Alors la réalité est que nous devenons toujours quelque chose de nouveau, mais aussi que les jeunes, même quand ils sont jeune, le petit de 5 ans qui avait un marteau qu'il pouvait utiliser, ils étaient déjà quelque chose et ils avaient quelque chose à valoriser. Alors, quand on parle de projet d'innovation, il est important qu'on commence plutôt que de voir des jeunes comme étant incomplets, qu'on doit arranger les problèmes des jeunes en les rendant adultes comme nous, que nous devons plutôt reconnaître que nous sommes toujours tous sur ce trajet ensemble. Nous avons déjà une certaine valeur malgré notre âge, que nous soyons très jeunes ou très âgés. Quand on parle d'agisme, vous allez le vivre à un moment donné, mais que nous devenons quelque chose de valable à offrir. Quand on voit ces tendances représentées dans notre discours, on a tendance à avoir des paroles telles que ceci. Et comme je l'ai dit, on peut toujours imaginer des mots semblables, stéréotypiques, utilisés pour les personnes âgées. Il y a toujours deux bords d'une médaille. Si on va avoir des stéréotypes pour des jeunes, on va aussi avoir des stéréotypes négatifs pour des personnes âgées. Alors, nous avons ces stéréotypes et ces façons de comprendre ce que veut être ce que c'est d'être heureux, mais j'espère que votre petite leçon d'histoire vous a expliqué que ces stéréotypes sont vraiment engrainés et ils font partie d'une historique de 200 ans et sont une construction historique. Ils ne sont pas vrais, c'est plutôt ce que nous avons compris ce que c'était d'être jeune dans les 200 années passées. Nous avons la chance, et je dirais même, il est
absolument essentiel de réinventer, redéfinir notre compréhension de ce que c'est d'être jeune si on veut adresser les problèmes environnementaux, sociaux auxquels nous faisons face. Sinon, nous allons perdre la capacité que les jeunes ont de participer. Et c'est un cohorte important que nous aurons besoin. Nous avons besoin de la capacité de tout le monde, mais aussi les jeunes. On n'a pas le moyen de négliger ce groupe. On doit arrêter d'être négatif avec ce groupe et on doit commencer à profiter de ce que les jeunes peuvent faire. Ça exige chacun et chacune d'entre nous qui sont peut-être un peu plus vieux qu'on doit accepter les capacités uniques que nous avons en vieillissant. Et je vais en parler dans quelques moments. On doit réimaginer ce que c'est d'être jeune et d'être valorisé et d'avoir quelque chose d'important à contribuer et d'apprendre à être quelque chose de nouveau. Alors, pour partager avec vous la recherche que je fais avec ma collègue Emilia Clark, nous, on vient du secteur des jeunes. J'avais 14 ans. Emilia avait 21 ans quand on s'est rencontrés pour la première fois en faisant du travail environnemental. C'est notre historique. Nous avons vu nous-mêmes, nous avons vécu et nous avons réalisé ce qu'on pensait était la valeur des jeunes. Mais ce projet d'innovation, le but était de dire, c'est bien qu'on pense de cette façon, mais apprenons quelque chose, regardons les données, faisons la recherche avec beaucoup de méthodologie, de la recherche quantitative et qualitative, et regardons cette recherche pour voir ce que la science et les données nous disent concernant les jeunes et ce que les jeunes peuvent faire et les valeurs qu'ils ont. Et on a pensé que ça serait une façon de répandre ce message au-delà de ceux qui le comprennent déjà, qui comprennent l'importance des jeunes, l'engagement des jeunes. On voulait dire plutôt comment pouvons-nous partager ce message avec une collectivité plus large. Alors, une des places que nous avons commencé il y a quelques années, on a commencé une révision de la littérature dans la psychologie développementale et la neuroscience pour mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau des jeunes de 15 à 25 ans et ce que ça nous dit sur l'importance de l'engagement utile. Alors, quand on entend parler d'être jeune, est-ce que c'est d'être jeune dans le contexte de ce qui se passe à notre cerveau? On entend souvent que les jeunes, leur cerveau n'est pas entièrement développé jusqu'à l'âge de 25 ans. Et une fois qu'on a 25 ans, vous y êtes arrivé. Vous êtes mature, vous êtes adulte et ça va, allez-y. Mais c'est pas tout à fait comme cela. Comme toute autre chose, il y a des nuances et une histoire beaucoup plus complexe. Notre cerveau arrive à un certain niveau à 25 ans. Il y a déjà des gens qui y sont déjà. Ils y arrivent à l'âge de 24 ans, ils commencent déjà à un déclin. Et comme je l'ai dit plus tôt, nos cerveaux, heureusement, parce qu'il semble qu'on peut apprendre, continuent à développer et à croître dans notre vie entière. On améliore au fur et à mesure qu'on vieillit. Il y a des choses qu'on fait mieux quand on est jeune. On est
chanceux, moi comme à l'âge de 42, je suis chanceuse que notre cerveau est un cible qui bouge, qui continue à développer. Et en même temps que notre cerveau devient mature dans certains domaines, il y a autres parties qui ont déjà arrivé à leur pic et commencent à un déclin. Juste pour que tout le monde soit content, si vous avez plus que 25 ans, gênez-vous. Ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de choses dans lesquelles vous êtes bon. Particulièrement, on a plein de, on s'améliore d'intelligence émotionnelle avec la planification et la stratification. On se fait plus de connaissances sexuelles après ça. Je vais dire, ah oui, je me souviens quand c'est arrivé. Je vais tirer différentes expériences et ça va aider à cadrer ou baser sur lesquelles base mes décisions de façon qu'on va de l'avant. Autrement dit, quand on vieillit, on devient meilleur à des tâches qui sont nécessaires pour les mettre en place. Mais quand on est plus jeune, on est meilleur à sortir des idées différentes, des choses qui sortent de l'ordinaire de la façon de penser. Alors, si on attend que les jeunes atteignent une définition arbitraire de maturité quand ils seront à l'âge de 25 ans, on aura déjà manqué des capacités uniques que seulement des jeunes ont quand ils sont jeunes. Alors, on a publié cet papier-là en 2019 dans une journée qui s'appelle Emerging Adulthood et on prône dans cet article, dans ce que l'infographique est un résumé, que les capacités uniques que les jeunes ont sont d'accord avec les capacités donc besoin pour résoudre des problèmes de façon différente. Alors, les jeunes n'ont pas besoin d'être enseignés comment innover, comment trouver des solutions innovatrices pour des problèmes complexes. Ce qu'ils ont besoin, c'est un environnement qui les encourage à contribuer et les appuyer dans les domaines où ils sont peut-être plus faibles que quand qui vont être en vieillissant. Alors, c'est vraiment une question de coopération internationale, de reconnaître avec quoi ils sont bons, les jeunes, à créer des espaces où ils peuvent contribuer et utiliser les capacités qu'ils ont et en même temps offrir un appui dans les domaines où ils sont peut-être moins forts. Même chose pour les jeunes. On a besoin des jeunes afin de nous aider dans des régions où des domaines où on n'a peut-être pas aussi bien en vieillissant. Alors, c'est quoi les choses que les jeunes sont très bien? Alors, de 15 à 25 ans, la créativité est à son maximum. Alors, de 10 à 25, on a des plasticités neuroplastes augmentées qui a les capacités d'apprendre par expérience, noter que j'ai dit l'habilité d'apprendre par expérience et non pas d'une salle de classe. Alors ça veut dire d'avoir l'occasion où vous avez un impact important et que vous avez semble que vous avez un but, chose qui est très important pendant ces années-là. Alors de 10 à 25, on a de neuroplasticité augmentée. Alors de 15 à 25 ans, quelqu'un qui a des ados dans la maison, on va très bien savoir que à partir de 15 ans, les jeunes, ils ont l'interaction, capacité complète d'un adulte, la capacité de penser des régions plus grises ou nuances. Et si vous avez jamais essayé de gagner un attirement d'un enfant de 16 ans, vous savez que c'est le cas. Alors, nous croyons vraiment que de 15 à 25, c'est un moment magique. C'est le moment où c'est les capacités de penser, que la complexité est là, mais aussi c'est un temps où avec la neuroplasticité, où est-ce que beaucoup d'apprentissage, d'expérimenter, d'essayer de nos idées arrive aussi. Alors, nous savons aussi que les jeunes sont très observateurs. Et une activité, je veux faire une petite activité, je ne le vois pas, alors je comprends, je n'entendrai pas vos réponses, mais quand même, une petite activité que je veux faire,
pour enfin de vous démontrer ou vous expliquer à quel point les jeunes sont observateurs. C'est ça que j'encourage de penser à une chanson que vous avez vraiment, vraiment aimée quand vous aviez 16 à 18 ans. Alors oui, une chanson qui était très importante à ce moment-là. Je vais donner un petit moment à tout le monde de penser à une chanson. Criez-les là, même si je vous entends pas, je vous encourage de le dire tout haut. Alors c'est une chanson que je j'aimais beaucoup. Vous allez connaître mon domaine. Il y avait Green Bay qui était payé, qui est une chanson de Smith qui venait d'un film. Question d'un astéroïde qui arrive à Terre, que je connaissais tout le nom, que je me souviens pas tout le temps. Et il y avait une bonne chanson de Janet Jackson aussi à ce moment-là. Ça, c'était mon air, quoi. Alors, quand on pense à ces chansons-là, de ce moment-là, à l'âge de peut-être de 25, de 15 à 25 ans, quand vous avez pensé à ces chansons-là, et seulement quand je pense à les chansons que je viens de mentionner, vous pouvez imaginer que non seulement que vous avez pensé aux chansons, mais vous pouvez vous rappeler qu'est-ce que vous sentiez, avec qui vous étiez. Vous ne demanderez pas qu'est-ce que vous faisiez, mais vous pouvez vraiment imaginer tout un scénario autour de vous. Et les chercheurs, ils ont vraiment un terme pour ça. Ça s'appelle le chaos de souvenirs. Et ça vous montre vraiment que le moment de neuroplasticité, que les souvenirs, on se souvient des choses de façon très différente qu'on fait quand on est soit plus jeune ou plus vieux. Alors, ils ont un sens viscéral qui nous sont imprimés et qui démontre vraiment à quel point les jeunes sont observateurs et conscients. Et tout avec les ados à la maison, vous sauriez à quel point ils remarquent qu'ils sont connaissants. On sait aussi qu'il y a des jeunes, ils prennent des risques. Et quand on parle de personnes qui prennent des risques, on a tendance à parler des risques pas si extraordinaires qu'on pense que les jeunes vont prendre, malgré que plusieurs de ces risques se déclinent pour des jeunes qui participent à ce genre d'activités. Cependant, on pense, par exemple, trop boire, conduire trop vite. C'est le genre de risque à lesquels on a tendance à penser quand ça vient aux jeunes. Mais quand un chercheur aux États-Unis a demandé qu'est-ce que les jeunes, il dit quel genre de risque vous allez prendre ou que vous pensez que vous allez prendre d'ici quelques années, les jeunes, ils ont parlé de faire face à un agresseur, le fait de prendre position sur un enjeu qui est pris sur le camp de risque qu'ils ont besoin pour faire avoir une famille ou pour avoir un emploi qui il y a beaucoup de domaines dans notre vie qui impliquent des risques et les jeunes sont vrais mettre de l'importance sur les risques positifs qu'ils doivent prendre dans leur vie. Alors, c'est vraiment une question de connaître. On sent que les jeunes prennent des risques moins négatifs dans leur vie. Et ce sont des preneurs de risques positifs dont on a besoin aujourd'hui. Alors, en plus de tout ce qui se passe pour tous les cohortes de jeunes, qui ont à peu près de 15 à 25 ans, on a aussi ce que j'aime appeler des traits bonus comme avec les générations. Alors, il y a Gen Z, c'est des générations qui sont présentes par à peu près de 15 à 25 ans. Et comme j'ai mentionné auparavant, ils passent plus de temps sur l'éducation que n'importe quelle autre cohorte de l'histoire. C'est des cohortes les plus éduquées dans l'histoire. Et ça, certainement, comme j'ai mentionné, il y a peut-être des avantages, question de séparer les jeunes des adultes, mais aussi des positifs. C'est-à-dire, c'est que ça leur donne plus de temps pour la formation de l'identité, plus de temps à déterminer qui ils sont, d'imaginer des différentes possibilités pour eux autres et la communauté. Et on sait aussi que ça encourage une recherche pour le développement, le besoin d'être. Après, c'est une question plus de temps passé dans l'éducation et à apprendre des services. Ça change en fait les cerveaux des jeunes. Il y a un peu de discussion, question, passer plus de temps
dans un enlèvement stimulation intellectuellement, qui s'amène à la neuroplasticité que j'ai mentionné, de rester ouvert pendant plus longtemps, et même jusqu'à dans la fin des années 20, qui est excitant. Mais ça veut dire aussi que des jeunes, en venant dans le lieu de travail, ou comme ils sont peut-être un élève, un de vos élèves, ou peut-être c'est des bénévoles avec une organisation de non sans but lucratif, avec qui vous travaillez. En réalité, en fait, c'est qu'ils vont continuer à pousser sur le statu quo. Ils vont continuer à vous défier, à avoir plusieurs des caractéristiques que j'ai mentionnées plus longtemps, suite à le changement potentiel dans la façon que les cerveaux se développent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous pendant que vous continuez votre travail critique en travaillant les ODD? Et nous, évidemment, on fait le travail critique aussi. Nous croyons que le travail que nous faisons contribue vers les ODD aussi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour tout le monde parmi nous? Trois choses que je veux me parler. Le premier, c'est l'importance de recentrer la façon de contribuer dans les plus jeunes dans la vie. La deuxième façon d'intégrer les jeunes dans la vie. Et le troisième, c'est le plus difficile. Comment on fait pour laisser tomber certains des pouvoirs qu'on a et certaines des peurs qu'on peut avoir à essayer des nouvelles choses et à quel point on fait confiance aux jeunes. Et quand ça revient à recentrer les contributions, on a tendance à voir dans la culture occidentale apprendre et faire, apprendre et contribuer comme étant deux choses séparées. Alors, pour les jeunes qui ont le privilège d'aller à l'université, nous pensons les premiers 23 ans ou plus à apprendre. Et une fois que votre cerveau a été rempli avec assez de renseignements, alors la balance de votre vie, vous pouvez contribuer. Alors vous atteignez encore ce niveau-là, vous êtes un adulte, bon maintenant, on va contribuer. Mais la réalité, en fait, c'est que la recherche nous dit que c'est pas comme ça que nos cerveaux fonctionnent. L'apprentissage à apprendre, quand on a l'occasion d'apprendre la théorie, et là, on a l'occasion d'appliquer cette théorie, et c'est très, très important d'une façon importante quand des situations, quand on a l'occasion qu'on ait un impact important, un impact qui est important pour nous et au-delà de nous. Alors, je vais prendre une petite pause. Je vais m'arrêter un peu là. Alors, la théorie et l'impact important, que ça peut pas être une pratique, faux pratique, ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne vraiment, c'est quand les choses sont importantes et les jeunes, ils ont l'occasion vraiment de faire une différence. Alors, la théorie fait une différence et de réfléchir un peu. C'est comme ça que l'apprentissage fonctionne et c'est pas comme ça que nous mettons les jeunes dans une situation soit qu'ils soient maximisés dans le potentiel d'apprentissage, mais aussi ça veut dire on ne leur donne pas l'occasion de contribuer. Alors, il faut vraiment arrêter d'avoir les jeunes comme étant l'avenir. Seulement qu'ils méritent d'être formés et appris. Et il faut vraiment reconnaître que l'apprentissage, c'est complexe, long, toute la vie et surtout spontané. Et qu'il faut vraiment comprendre, trouver des occasions pour que les jeunes contribuent de façon importante et ont un impact important à travers le moment qui sont tout à travers le moment qui sont dans l'éducation et aussi à l'extérieur du contexte d'éducation formelle. Alors, il faut vraiment commencer à regarder les jeunes comme tenus. Et on peut faire ça et les contributeurs de façon qu'ils contribuent. Et on peut s'y prendre en les encourageant des apprentissages plus intégrés au service communautaire. Beaucoup de travail que nous faisons au projet des jeunes et l'innovation, qui sont de comprendre l'avantage des services communautaires pour les jeunes. Alors, on peut intégrer les services communautaires, on peut l'intégrer tout de suite dans les périodes d'apprentissage, mais son but est l'occasion pour un impact
importants n'existent pas dans le contexte des occasions, ils vont pas assez loin. Alors, je vous encouragerais, de façon comment vous sentez l'apprentissage dans les activités que vous faites avec les jeunes personnes. Excusez-moi. Et comment vous pourriez peut-être penser l'apprentissage et la réflexion, c'est important, oui, mais comment vous pouvez mettre plus d'importance sur la contribution et les mesures pour l'impact important. On a fait un projet qu'on n'a pas publié les données jusqu'à date, mais on a travaillé avec plusieurs organisations internationales majeures qui font des projets pour les services stations. Et nous avons reconnaître, en fait, même on a écrit un rapport pour le gouvernement fédéral pour Emploi et le développement social du Canada à propos des services stations et quels sont les processus importants dans le service. Et dans ce rapport-là, on a identifié que les programmes de services des jeunes ont tendance à mesurer seulement qu'est-ce que les jeunes apprennent et qu'est-ce qu'une personne individuelle, quand il sort d'un programme, il ne mesure pas nécessairement l'impact social et environnemental qui a lieu à cause du niveau du programme de service, malgré que chacun de vos centres, ils l'ont comme étant le but principal. Alors, nous travaillons très fort à appuyer nos organisations nationales pour faire du travail sur le terrain, pour les appuyer à mesurer l'environnement social et l'impact du programme de service. Et aussi, comme plusieurs conversations que j'essaie de placer à quel point c'est important de mesurer l'impact social et environnemental. Alors, je vous encourage vraiment de penser comment vous pouvez cadrer et refaire le programme que vous faites avec les jeunes, c'est d'enlever l'enfance et qu'il faut faire quelque chose de vous comme jeune personne et que oui, c'est important de s'appuyer des jeunes, mais aussi, il faut s'assurer qu'on mette l'importance, qu'on veut s'assurer que vous avez l'occasion pour un impact vrai important pendant que vous êtes jeune. Alors, la deuxième chose que nous croyons qui est vraiment important, c'est de réintégrer le monde des jeunes et des adultes. Alors, encore une fois, l'Organisation mondiale de santé, quand on sépare les jeunes et les adultes, quand on sépare nos aînés de la balance de société, alors n'importe quelle délégation dit le plus d'agisme et ça a aussi des résultats de santé négatifs pour tout le monde, de tous âges. C'est problématique. Alors, nous croyons vraiment qu'il faut réorganiser nos institutions de façon qu'on reconnaît que tout le monde venait en contact de façon régulière avec de tous les différents âges. Elle est probablement extraordinaire, je ne sais pas si ça fonctionne encore, mais il y a quelques années, j'ai entendu parler que Saskatchewan, centre une garderie qui était dans une lieu pour des surveillance, on n'était pas des aînés, à où ce que les élèves universitaires qui sont peut-être à la retraite, où ils ont peut-être une salle, une chambre qui peut se louer. Alors, on voit ce genre des occasions intergénérationnelles qui ont lieu. Mais on voit aussi, on sait que la recherche est très, très claire, savoir qu'une personne non parentale qui est plus importante pour la vie d'une jeune personne peut être une chose très importante quand à ce qui compte la croissance de cette jeune-là. Alors, on voit qu'il y a tant d'expériences de mettre les jeunes et certaines plus âgés ensemble. On sait que le mentorat et l'appui des jeunes un à un, c'est important. Mais je pense qu'il reste beaucoup de temps à faire et que j'encourageais tout le monde qui travaille encore une fois vers le changement et social et environnemental. Je vous encourage tous à penser comment on peut faire que les générations travaillent ensemble de façon coopérative. Alors, on a sur le point de regarder le rapport, alors regardez le site web de Youth Innovation si ça vous intéresse. On a fait un rapport avec Showcase Canada et ainsi que plusieurs fondations coopératives et familiales à travers le Canada. Et ils voulaient savoir comment ils pourraient mieux appuyer des jeunes leaders, des jeunes changeurs, qu'est-ce qu'ils ont besoin, les leaders, les jardiniers, les chefs. Alors, on a fait une institution académique, on a fait une revue systématique, regardez les pratiques
Par exemple, engager des militants des jeunes fermiers dans le contexte de fondation. Mais on a aussi fait plusieurs interviews avec des jeunes leaders eux-mêmes. Évidemment, dans notre travail, on essaie toujours de s'assurer que c'est infusé par leur voix. On a un conseiller jeune extraordinaire qui a travaillé de très près avec nous autres. Alors, on essaie d'être aussi intergénérationnel dans notre travail que possible. Et ça, c'était un peu un trouvaille, quoi, dans cet rapport. Je suis en train d'interviewer tous les jeunes leaders. C'est moi qui ai fait les interviews. C'est très agréable à travers le pays. Et une des choses qu'ils ont dit de façon un peu répétitive, c'est que nous ne nous sentons pas appuyés par des organisations à non but lucratif, comme des adultes. Et ils ne nous appuient pas financièrement. Qu'on peut-être une unité où on ne sent pas le bienvenu. S'il y en avait, il y en avait. Et j'étais vraiment étonné de ça. Et ça m'inquiète vraiment beaucoup. Et je pense que ça devrait inquiéter tout le monde. S'ils ne sont pas partie de la société civile, le monde qui travaille sur les enjeux environnementaux et sociaux, et qu'on repousse les jeunes de façon active dans le mouvement. Ça, c'est des mouvements de changement climatique, des mouvements d'antiracisme, des mouvements qui sont de l'équité. On avait des communautés handicapées, il y avait des questions de santé mentale. Alors, c'était un groupe quand même très divers des jeunes personnes, des jeunes leaders qu'on a. Et si eux autres, ils sont pas de plus venus, ben, Moses, est-ce qu'on fait du bien? Alors, je vous encourageais tout le monde fortement de penser, de faire comment vous pourriez créer plus d'espace dans votre organisation. Évidemment, dans l'académie, il y a beaucoup de travail à faire pour défaire les hiérarchies, mais ça, c'est toute une autre présentation à propos des jeunes qui ont valé vraiment les contributions que les jeunes ont à offrir. Alors, comment on peut penser de comment les générations qui travaillent de façon coopérative peuvent avoir de l'air dans le contexte de votre travail? Alors, comment on peut s'assurer que nous demander aux jeunes de s'engager? Ça, c'est la barrière la plus jeune que les numéro un qu'on trouve comme l'exemple, c'est que les jeunes se sentent pas le bienvenu. Comment on peut créer des espaces intergénérationnels où ce que les jeunes, ils ont vraiment l'occasion de prendre des décisions? On a fait ça avec le projet. On a amené des fondations et les jeunes leaders ensemble. C'était vraiment extraordinaire et tout un défi. Mais comment on peut créer plus de ces espaces-là où est-ce que les jeunes leaders, les premières décisions, des adultes, qui travaillent ensemble pour prendre les décisions? Comment on peut faire? Parce que les jeunes, notre recherche, ça nous dit que les jeunes ne se sentent pas appuyés par l'histoire de la société. Et c'est là vraiment qu'il faut commencer. Alors, en terminant, je vais vous conter une petite histoire de la façon que notre travail fonctionne. Il y a quelques années, j'ai quitté l'organisation que j'ai fondée et à ce moment-là de transition, j'ai eu l'occasion d'être mentor pour une jeune personne. Et j'ai mentoré des milliers de personnes. J'ai été jeune leader moi-même et j'ai eu beaucoup de mentors. Et quand la relation de mentor a débuté, c'est devenu clair que même si j'avais beaucoup de valeur pour cette jeune personne-là, il y avait des choses que cette jeune personne-là était meilleure à faire que moi. Et même si je travaille dans l'engagement et l'évaluation littéralement toute ma vie, quand j'ai commencé à sentir que la bonne personne était prête à être sur le plan et qui voulait en fait à prendre en charge, c'était une des choses que je faisais, qui était prêt et plus que capable de prendre en charge et de prendre cet espace dans lequel j'étais. Ma réaction à ça, et heureusement, c'était seulement dans ma tête, ma réaction était « Oh, attends une minute. J'ai travaillé très fort pour me rendre où je suis. C'était pas simple, c'est pas facile. J'ai fait des sacrifices. Et ça m'a mis dans le soleil. Donnez-moi un moment dans le soleil. Et quand je suis prêt à vous donner les rênes
de passer le flambeau. Il va vous faire savoir et vous pouvez y aller. Puis, entre-temps, je vais vous montrer, je vais vous appuyer. Mais s'il vous plaît, restez là. Quand je me suis rendu compte que ça, c'était mon instinct, même si ça a été littéralement mon travail de vie, je me suis rendu compte à quel point c'est incroyablement difficile, notre travail. La coopération intergénération et le bien-faire veut dire partager notre pouvoir avec les jeunes. Ça veut dire enlever, se débarquer de notre pression quand on s'entend de la peur et les inquiétudes et plutôt être ouvert à ressentir des malaises et de sentir la vapeur et dire à cette jeune, va dire, hey, bon, t'essaies, tu me rends un peu insécure. Parlons-en ensemble. Et que moi, que je finis par faire mon sécurité et voir comment on peut profiter tous les deux. Les jeunes vont nous rendre inconfortables. Et c'est là qu'on sait que le genre de changement que nous, on doit vous faire afin d'atteindre les ODD, afin d'adresser certains des problèmes environnementaux et économiques auxquels on fait toute face. Et c'est là que ça a lieu, quand les jeunes personnes avec des bonnes idées, et tous parmi vous qui sont des preneurs de décision avec le pouvoir de mettre en place des idées qu'ils mettent ensemble. Fonctionne seulement si on est prêt à laisser les jeunes être ce qu'ils sont, exactement ce qu'ils sont, pas à essayer de le faire de qui on veut être. Et si on paie aux jeunes de partager la lumière, partager la place au soleil avec eux autres. Il faut faire confiance aux jeunes. Il faut reconnaître à quel point c'est inconfortable de dire que la façon qu'on fait les choses depuis longtemps ne fonctionne plus. C'est pas facile. Mais c'est ça qu'il va falloir qu'on fasse si on va réussir ensemble. Alors, je vous encouragerais que vous êtes à l'académie d'arrêter de faire votre emploi de travail, c'est de faire enseigner à quelque chose, ou les appuyer à devenir des adultes, mais en fait, votre travail, que vous êtes en société civile, ou peu importe où vous êtes, c'est vraiment d'appuyer les jeunes à contribuer maintenant, permettre aux jeunes de comprendre la valeur qu'ils ont, et qu'ils ont une valeur incroyable présentement. C'est ça le rôle de tous et chacun, si on veut vraiment aller chercher les capacités des jeunes personnes. Alors, c'est seulement en permettant aux jeunes de contribuer pendant qu'ils sont jeunes, à partager notre pouvoir avec eux, de vraiment accepter le malaise qu'on s'entend quand ils veulent partager la lumière avec nous autres. Ça, c'est des choses que nos organisations et communautés vont continuer à aller de l'avant. Et la recherche est très claire de savoir qu'est-ce qui va amener des jeunes à se venir. C'est pas un travail facile. Je vous laisse pas avec des solutions faciles, mais sont absolument critiques pour le travail que nous faisons tous ensemble. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter aujourd'hui. Et moi, je suis quand même assez facile à trouver. Le projet de Jeunes et Innovation, je ne sais pas si j'en ai des dépôts ici. Non, j'en ai plus. Alors, le projet Youth et Innovation, c'est assez facile à trouver. On est ici pour appuyer le travail sur l'international, qui font ça de travail et qui veulent l'appui pour le faire. Alors, merci encore. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée.